le viaduc sur l'Almonte, un arc en béton hors de l'ordinaire. Notre orateur du jour est José Berazueta de Vega, ingeniero au bureau Arenas et Asociados. Dès à présent, je tiens à remercier notre orateur d'avoir accepté de donner cette conférence par vidéoconférence. Je propose tout d'abord de présenter son bureau d'études. Arenas et Asociados a été créé par le professeur ingénieur Juan José Arenas. Spécialiste en structure, il a cumulé plus de 50 ans d'expérience dans le domaine des ouvrages d'art, couronné de plusieurs prix internationaux. Le bureau compte aujourd'hui une cinquantaine d'ingénieurs. Le bureau Arenas a acquis une vaste expérience dans tous les types de ponts et passerelles, que ce soit des ponts en arc, des ponts en banné, des ponts suspendus ou encore des ponts mobiles. Son fondateur attachait beaucoup d'importance à la qualité esthétique associée à la conception structurelle et fonctionnelle. À titre d'exemple de structure, on peut citer le pont de la Barqueta, un pont bowstring métallique avec une portée principale de 168 mètres. L'ouvrage est devenu un symbole de l'Expo de Séville en 1992. Ou le pont basculant Porta d'Europa, un des ponts basculants les plus grands au monde avec une portée mobile de 109 mètres. Le pont du 3e millénaire, un pont bowstring en béton avec une portée principale de 216 mètres, un autre record du monde pour ce type d'ouvrage en béton. Cet ouvrage a reçu de nombreux prix internationaux, parmi lesquels la médaille d'or Gustave Maniel en 2009 ici en Belgique et le FIP Award en 2010. Le pont de Las Lamas, pont en arc en béton d'une portée totale de 102 mètres. En hommage à la carrière professionnelle et académique du professeur Arenas, la mairie de Santander a décidé de nommer la structure pont Juan José Arenas. Et enfin, le viaduc sur l'Almonte, viaduc ferroviaire pour des trains à grande vitesse qui va nous être présenté par José Berazueta. José est un jeune ingénieur. Au cours de ses études, il a participé au programme Erasmus en 2020-2021 dans notre université de Liège, ce qui explique qu'il se faisait une joie de revenir à Liège pour cette conférence. Nous lui avons promis de l'inviter à nous rejoindre d'ici la fin de l'année. Il a obtenu son diplôme d'ingeniero de caminos, canales y puertos de l'université de Burgos en 2013. Depuis lors, il a participé à des appels d'offres, des études d'exécution ou le contrôle de plusieurs ouvrages d'art. Parmi ceux-ci, la passerelle des Raos, une passerelle de 210 mètres de longueur avec une section centrale en acier d'une portée de 106 mètres. L'Auburn Creek Bridge, un pont bowstring en béton de 200 mètres de portée principale. Le Storström Bridge, au Danemark, un pont combiné rail-route sur le détroit du Storström au Danemark, d'une longueur totale de 3840 mètres et de 2 travées au banné de 160 mètres. Le pont d'Esparto, là je ne suis pas convaincu de la prononciation, d'une longueur de 56 mètres avec une pile en béton en forme de V. Et le pont bi-océanique, le nouveau pont banné entre le Paraguay et le Brésil, avec une portée principale de 350 mètres. Je te laisse maintenant la parole à José pour sa présentation. Après celle-ci, j'espère que nous aurons l'occasion de poser des questions à l'orateur. José, tu peux maintenant partager ton écran. Je vais désactiver le mien pour te laisser la parole. Merci beaucoup, Monsieur Deville. Merci à tous et merci à l'Université de Liège. C'est pour moi un plaisir d'être ici et de faire une conférence dans les conférences CERES. J'étais étudiant Erasmus en 2010-2011. C'est un souvenir d'être avec vous maintenant. C'est quelque chose que j'avais jamais imaginé.
Donc, bon, je vais vous parler du viaduc sur l'Almonte, un arc en béton ferroviaire qu'on a conçu ici en Espagne. Mais avant de commencer, je vais vous montrer où se trouve notre bureau. On est dans le nord d'Espagne, dans une ville qui s'appelle Santander. Peut-être que vous la connaissez à cause de la grande banque Santander ou des joueurs de golf CB Ballesteros. Ou bien, si vous aimez bien le foot, peut-être que vous la connaissez parce qu'on a vendu, traspassé Mohamed Cité au Standard Liège quelques années déjà. Mais aussi, on a une belle nature ici à Santander avec une baie naturelle très importante, les plages et aussi les ouvrages d'art. On vient, comme M. Deville nous a déjà expliqué, de savoir-faire du professeur Juan José Arenas, qui a fondé notre bureau en 1999. Il est décédé en 2017 avec plus de 50 années de profession. Et pour nous, c'était aussi ingénieur, mais aussi philosophe, parce qu'il aimait bien des autres arts. Dans leur vie, il a participé à beaucoup d'ouvrages d'art. Ici, on montre quelques références. Comme M. Deville a dit, lui a travaillé dans le pont Porta d'Europa, la passerelle de la Cava, le pont du 3e millénaire. Pour faire un pont en béton comme le viaduc de l'Almonte, il faut avoir un domaine très précis de l'arc. Et d'ici, on peut voir quelques références que notre bureau a fait pendant les années, comme le pont de la Barqueta, un symbole de l'Expo à Séville 1992, avec maintenant une belle référence pour toute la ville. C'est moins connu que l'ouvrage fait par Santiago Calatrava, mais l'Alamillo, qui est quelques mètres dehors, mais la ville l'aime bien cet ouvrage d'art. Aussi le pont de la Regenta, ici en Espagne, dans la région d'Asturias. Ce pont a la caractéristique que c'était le premier pont à être construit en Espagne en arc, en béton, depuis plus de 50 ans. Le pont de las Llamas, qui a été nommé comme pont Juan José Arenas par la mairie de Santander. Le pont du 3e millénaire, qui a reçu beaucoup de prix autour du monde. Mais aussi, on doit avoir d'expérience dans les ponts ferroviaires TGV. Et ici, on montre quelques références de notre bureau. Les peculiarités des ponts ferroviaires pour les TGV sont les charges plus importantes que les ponts routiers, les effets dynamiques, les charges horizontales plus importantes à cause des freinages et traction, la force centrifuge, ça que va définir les points fixes horizontales. Les pentes et les courbures sont limitées et aussi les exigences fonctionnelles à cause de las déformations admissibles sont plus petites. On doit avoir une réduction des accélérations admissibles. L'interaction bois-structure est une longueur limitée en raison des joints de dilatation des rails. On montre aussi
quel est le réseau ferroviaire TGV en Espagne. On a déjà 30 ans de TGV en Espagne. La première ligne s'était inaugurée pour l'Expo Séville 1992 entre Madrid et Séville. Et maintenant, on a le deuxième plus grand réseau de TGV au monde depuis la Chine. On a 2900 km de TGV en service. Et d'ici, je montre où se trouve le viaduc sur l'Almonte, qui va relier dans une ligne qui va relier Madrid avec la région d'Extremadura à côté de Portugal. Et on attend les Portugais pour reprendre le projet pour relier les deux capitales ibériennes. Cette ligne était prévue pour relier Madrid et Lisbonne. Ici, on trouve où se trouve précisément le viaduc dans l'embouchement de la fleuve Almonte dans le réservoir d'Alcántara. Les contraintes du projet, c'était qu'on avait l'interdiction de mettre des supports dans le réservoir à cause de qu'on a les problèmes hydrauliques. Donc, on a un barrage hydraulique. On ne pouvait pas mettre le support pour ne changer pas le comportement hydraulique du réservoir et ne disturber pas la génération d'énergie. Les objectifs de la conception, c'était la durabilité de la maintenance, le comportement transversal face aux charges de vent, l'intégration du paysage dans l'environnement et de l'efficacité structurelle en recherche d'une économie globale. Au cours des premières étapes de la conception, on a fait une étude typologique détaillée. On a étudié 4 alternatives de ponts à béquilles avec les piles en forme de V, une alternative de pont en arc et 2 alternatives de pont d'Aubanet avec une nappe centrale devant et le nappe extérieure. Ici, les alternatives de typologie avec les béquilles en V. Ici, avec le pont d'Aubanet et l'arc. Des critères de l'analyse multicritère, on a comparé toutes les solutions typologiques avec les contraintes qu'on a mises en place, comme l'industrialisation du processus, les coûts, la durabilité, le délai d'exécution, la qualité esthétique, l'adaptation à l'environnement et l'innovation. Il y a quelque chose d'ici que peut-être un peu subjectif, mais finalement, on a comme résultat que l'arc en béton était la meilleure solution. Après l'arc a été choisi, on a étudié différentes procédures d'érection pour l'arc. La première était la diagonalisation provisoire avec une membrure supérieure provisoire. Aussi, la diagonalisation provisoire avec l'établière définitif. Pour les 2 solutions, on a une variante avec lissage du tronçon central de l'arc, mais ça a été interdit par la Confédération hydraulique parce qu'il ne veut pas de placer rien dans les réservoirs. Et finalement, le vannage provisoire. Parmi les différentes solutions d'érection étudiées, tout reliable
est utilisé avec succès pour la construction d'autres ponts en arc de longue portée, la méthode en porte-à-faux à l'aide de tours temporaires et de haubanards temporaires a été choisie comme la plus appropriée dans ces cas. Cette alternative nécessite plus d'éléments provisoires que autres, mais elle permet un réglage géométrique plus précis pendant l'érection et en outre introduire une force de précompression dans l'arc qui aide à compenser partiellement sa déformation élastique. Cela rend inutile l'opération de verinage final dans la clé de l'arc une fois le porte-à-faux sera contre, qui serait indispensable avec d'autres procédures d'érection. On a choisi aussi le vannage provisoire à cause du savoir-faire espagnol. Cette méthode constructive a été déjà utilisée dans le viaduc de Contreras, qui était record mondial pour le pont en arc en béton ferroviaire avec 265 mètres de portée. Ici, on voit l'image du vannage provisoire pendant la construction. Et aussi, la construction du tablière était choisie à cause de qu'on avait déjà prouvé cette méthode de construction dans le viaduc de Saramo, où on était à Rennes Associado en joint venture avec Guidon, la maîtrise d'œuvre. Finalement, c'était le viaduc de l'Almonte désigné. Les caractéristiques principales du projet qui sont une portée principale de 384 mètres, ce qui les converte l'un des plus grands arcs en béton du monde, une longueur totale de 996 mètres, les tablières formées par un caisson en béton avec des portées de 45 mètres, typique dans le réseau ferroviaire espagnol, comme on a déjà vu, est construit à l'aide d'un système de cintres lanceurs, et l'arc construit selon la méthode de construction en porte-à-faux avec un haubanage provisoire provenant de 2 tours en acier temporaire. Ici, on montre quelques plans du projet. On peut voir l'arc central avec les 384 mètres de portée. Le viaduc, comme on a vu ici, est formé par 3 zones différenciées: les travées d'approximation, l'arc principal avec les travées de 45 mètres et après de 42 mètres dans la partie centrale, le tablière qui est en caisson en béton précontré d'auteur constante de 3 mètres 10 et une largeur constante de 14 mètres. L'arc en béton autoplaçante est à haute résistance contre 80. Afin de répondre de la phase de conception aux problèmes spécifiques d'un franchissement ferroviaire TGV, un concept formel structurellement innovant a été utilisé. L'arc relié au tablier au niveau de la clé présente une section octogonale de hauteur et de largeur variable dans sa partie centrale de 210 mètres, à partir de laquelle il se divise en 2 branches de sections hexagonales irrégulières jusqu'à la fondation. La conception allie efficacité structurelle, stabilité hors plan, comme l'exigent les limites de déflexion horizontale du TGV, une meilleure réponse aux charges du vent, transparence, esthétique et durabilité. Ici, on peut voir comme l'arc
se divise en 2 bras jusqu'à la fondation, et aussi toutes les sections de l'arc. On montre ici la définition des étapes de construction et comme en première clé, on construit les piles et l'établière. On commence à construire l'arc. Ici, on met à disposition la tour provisoire jusqu'à on achève de l'arc. On construit les piliers sur l'arc et finalement on finalise l'établière. Si on peut voir les dispositifs qui sont utilisés pour la construction de l'arc, on a les coffrages mobiles, les cintres autolanceurs pour la construction du tablière. Les coffrages mobiles se transforment depuis 2 dispositifs en un seul dispositif dans la partie centrale de l'arc. Une fois l'arc a croissé suffisamment, on met en disposition les tours provisoires de vannage. Après, une fois on achève l'arc en déménagement de coffrage mobile, on a aussi le déménagement de souvent des tours provisoires pour construire les piliers sur l'arc et finalement, avec l'aide de la cintre au top lanceur, on achève l'établière. On peut regarder ici comme la méthode conçue dans le projet a été réalisée presque parfaitement dans le chantier. L'arc choisi est le plus économique en termes de coûts de construction. L'existence de roches saines, ardoises, à proximité de la surface du sol et de la forme de la vallée en V rend la conception du pont en arc tablière supérieur très compétitif. L'établière, qui a été construite à l'aide d'un système de cintres autolanceurs classique coulé sur place, comme on a déjà fait dans beaucoup d'occasions dans la réseau espagnol, le design est également le plus approprié du point de vue de la durabilité à cause qu'on a un arc en béton qui travaille dans tout le moment en compression. On a aussi un bon comportement sur les effets dynamiques. L'ouverture devra a une meilleure réponse au phénomène de vibration que les autres solutions est obtenue grâce à la masse et à l'amortissement fourni par l'utilisation du béton pour l'ensemble de la construction. Et cette typologie est également respectueuse de l'environnement parce que minimiser l'impact et la mort accidentelle des oiseaux. Cet aspect était très important dans une vallée qui est un corridor pour les oiseaux migrateurs. On commence maintenant avec les analyses structurelles qu'on a faites, les analyses structurelles statiques et dynamiques. En résumé, un modèle structurel incrémental avancé, incluant chaque étape de la construction, a été développé pour le calcul du pont. En plus de l'influence de l'érection dans la situation finale, l'analyse a également pris en compte les imperfections géométriques pour chaque étape et les effets d'influence et du retrait du béton, ainsi que la non-linéarité des matériaux, tant pour le béton que pour l'acier.
On peut regarder ici les modèles de calcul faits avec le software Midas Civil qu'on a développé. C'est un modèle complexe. Une autre analyse structurelle très importante, c'était de choisir l'axe de l'arc. Ce qu'on voulait, c'était d'avoir toute la poussée d'une forme funiculaire et dans le noyau central. Ici, on peut voir que les charges statiques et aussi les charges dynamiques restent dans tous les moments dans le noyau central de l'arc. Et aussi, on a fait les analyses non linéaires dans les états limites de service et les états limites ultimes. L'analyse du comportement de l'arc a pris en compte tous les effets suivants: la fissuration du béton, la rétraction et fluage du béton, la non-linéarité des équations constitutives de l'axière et du béton, les effets des étapes de construction et des séquences d'assemblage sur les facteurs de sécurité finale de la structure finie. On a aussi fait les études aéroélastiques. On a développé cette étude dans l'Université de Western Ontario. Ici, on peut regarder le design du modèle structurel, le détail des épines de la structure, accessoires, etc. Différents poussoirs de tablières, arcs et piles, et comme il montre l'instrumentation de la colonne vertébrale de l'arc, l'assemblage du modèle et la disposition des éléments de contrôle avant d'essayer les structures dans les souffleries. Ici, on peut voir quelques photos des essais sur le flux roulant de la couche limite, ici avec une direction du vent de 100 bandes de raie avec la structure complète. Et ici, dans la direction du vent le long de l'axe du pont pendant la construction. Je vais parler maintenant de la construction du viaduc. La construction du pont a commencé en avril 2011, s'est achevée fin 2016. C'est vrai qu'après, on a fait quelques travaux de mettre l'ouvrage dans l'environnement, je veux dire. Après, on a fait quelques travaux pour faire les accès et mettre environnementalement bien les structures dans l'emplacement. La DIF Alta Velocidad, l'administrateur ferroviaire espagnol et le propriétaire et le directeur des travaux qui ont été réalisés par la joint venture construction FCC Construction Conduril. Ça a été un joint venture espagnol-portugais. L'arc est érigé selon la méthode de construction en porte-à-faux avec des auvents temporaires. Et le premier auvent utilise les piles adjacentes comme pylônes. Pendant l'érection de l'arc, les forces de prégontin des auvents doivent être contrôlées et ajustées, ce qui permet de détendre plusieurs d'entre eux à certains moments. Les tablières est écoulée sur place à l'aide d'un cintre autolanceur. Ici, on peut voir qu'on a une image pendant la construction avec les ancrages supérieurs et inférieurs, les scrutures temporaires, l'ovanage provisoire et les coffrages mobiles pour la construction de l'arc. Ici, on regarde les fondations de l'arc. Il se trouve dans la pile 15 dans le sud et dans la pile 6 au nord.
et donc mis en place 6000 mètres cubiques de béton et 7,5 mètres cubiques de béton en 10 phases de coulage pour obtenir des massifs de béton très très importants. On regarde dans ces photos la magnitude de la fondation de l'arc. Après, on va parler des piles qui ont été construites avec l'aide d'une coffrage grimpant. L'arc qui a différentes formes. Ici, on regarde à gauche la forme dans la fondation, les deux bras ici qu'on a pendant les premières 60 mètres et après les 210 mètres qui sont reliés dans une seule section. On a 32 segments sur chaque côté de l'arc, place les segments clés. Les deux premiers segments sont coulés sur place avec l'aide d'un cintre. Et après, les autres segments sont érigés avec des coffrages mobiles. Ici, on peut regarder les deux premiers segments de chaque côté qui ont été coulés sur place avec l'aide d'un cintre. Et ici, on va montrer les coffrages mobiles qu'on a utilisés pour construire l'arc. Sont les dispositifs très complexes qui ont été développés par le bureau d'études Rubicka Bridges. Ici, on peut voir dans la vidéo comment il fonctionne. Et au moment donné, le dispositif change de deux bras, comme on peut voir dans les photos. Il tourne à une seule section. La section extérieure du coffrage mobile a dû être supprimée pour permettre à l'autre coffrage d'avancer et de s'écarter. Quelques photos des coffrages mobiles. Et on a parlé aussi de la tour provisoire. Les tours sont déjà des structures aussi impressionnantes. Elles ont une poids chaque tour de 450 tonnes et supportent une force axiale de 15 000 tonnes. Et on a développé pour les placer une connexion articulée. On peut voir ici les opérations de mise en place des tours. Ici, c'est le mécanisme avec la tour temporaire, un tripode auxiliaire et le système de verinage qui permettent la tour de tourner et se mettre en vertical. Ici, le jour de l'opération. Et comme on a travaillé après d'avoir la tour mise en place, et comme l'OVANAS a croisé au même temps que l'arc. Ici, on peut voir le moment où on achève l'arc. Le coffrage mobile est déjà une seule main. Et d'ici,
on met la connexion entre l'arc et l'établir avec une structure métallique et les barres prétendues. Et après, on a coulé le béton, on fait le démontage de coffrage mobile et on a l'arc déjà construit. Après, on a construit les piliers sur l'arc pour avoir la possibilité de continuer avec la construction du tablier avec les cintres autolanceurs, opérations qui ont été développées par la Brice Construction Systems portugais. Ici quelques images de cintres autolanceurs. La construction a été symétrique jusqu'à la fin où un cintre autolanceur quitte le pont et l'achèvement est fait avec une seule cintre autolanceur. Et voilà, on a ici le pont construit. Ce grand projet est destiné à être une nouvelle référence pour de nombreuses raisons. Ça fonctionne en tant que point de repère de la liaison entre Madrid et la frontière portugaise, les dimensions, la qualité de sa conception structurelle et esthétique, l'utilisation d'un schéma structurel dans lequel le seul arc octogonal se ramifie en deux jambes hexagonales, donne l'efficacité structurelle, la stabilité hors plan, l'amélioration de la réponse au vent, l'esthétique. Aussi l'utilisation d'un béton autocompactant à haute résistance qu'on n'avait jamais utilisé ici en Espagne. Pour la construction de l'arc, les procédures complexes et aussi la durabilité et la maintenance. Voilà ici les reconnaissances à notre partenaire de conception et de construction management, que c'était IDOM, au propriétaire, que c'était Adif Grande Vitesse, et l'entrepreneur, la joint venture construction faite par FFC Construction et Conduil. Et on vous laisse avec une vidéo qui montre la spectacularité du pont. The Viaduct over River Almonte project stood out to me as an innovative and environmentally friendly design solution for very complex conditions. The reason I chose the Viaduct as the overall award winner was because of the incredible engineering feat that it required to be constructed in an isolated area where it's difficult to get resources into. There were environmental issues and considerations that had to be taken into place. And at the end of the day, they ended up with a magnificent structure that fitted in with the environment and will last the test of time. The structure is the world's record-breaking concrete arch bridge, which stands out due to the quality of the structural design as well as its environmentally friendly design.
Bon, c'est tout. Merci beaucoup pour l'attention et excusez-moi pour mon français. J'ai perdu un peu, mais bon, j'espère que vous avez compris tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, José, pour ta présentation. Très belle présentation. Si tu peux, moi je propose éventuellement que chacun ouvre son micro là maintenant et que donc vous allez cliquer sur le dessin du micro en dessous et que ça nous donne la possibilité d'applaudir José Berrazueta pour sa présentation. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci. Je propose maintenant que on passe peut-être, si tu acceptes, José, de passer aux questions-réponses. Oui. Alors, pour faire ça dans un ordre un peu, pour que ce soit un peu dans l'ordre, évidemment, on vous demande d'allumer votre micro. Donc, c'est ici entouré par le cercle jaune. Vous levez une main et le modérateur de la visio vous donnera la parole. Voilà, merci. Donc, au premier qui va se lancer pour poser une question. Il y a une main levée. Donc, la main levée, Jean-Marie Crémer, oui. Vas-y, Jean-Marie. Non, très mal, tu es très loin. Je m'approche de mon appareil. Comme ça va mieux? Voilà. Oui, c'est mieux, oui. Ça, comme ça, oui. Alors, d'abord, félicitations à M. Berrazueta parce que c'est une très belle conférence. Félicitations pour le français. Oser en français comme ça, c'est quand même très, très bien. C'est un magnifique ouvrage. Je connaissais, même si maintenant je suis un peu en dehors du coup, je connaissais quand même cette référence, puisque c'est une grande référence mondiale. Je suis heureux que dans ce site, la solution naturelle, c'est-à-dire avec une vallée de ce type-là, avec une qualité de rocher de fondation qui a été mentionnée, mais la solution naturelle soit arrivée en tête et largement en tête quand on voit les critères qui ont été utilisés, c'est évidemment la belle solution à réaliser dans ce site. De ça, il ne suffit pas de choisir le meilleur principe, il faut encore bien le réaliser. Et ici, manifestement, c'est une très belle conception avec une importance à l'esthétique de l'ouvrage, aussi bien dans la répartition des piles, les coupes transversales dans le tablier. Tout ça est vraiment très, très beau, très bien fait. Et l'utilisation d'une méthode d'exécution pour le tablier, les cintres autolanceurs. On sait que chez vous, là dans le sud et au Portugal, c'est une méthode de construction qui est bien connue et fortement utilisée. Par contre, la construction de l'arc avec des haubans, c'est la plus belle des méthodes qui existent, bien sûr. Vous avez parlé de l'autre méthode, mais vous avez choisi, je pense, la plus efficace. Donc, je suis heureux d'avoir écouté et voir cette présentation et félicitations à tout le bureau Arenas pour cette réalisation. Au début, je me suis posé une toute petite question. Il y a une diapositive que l'arc n'est pas totalement circulaire ou
courbe, qu'il y a comme des tronçons un peu plus droits entre les piles, mais l'explication, elle a été donnée parler du choix d'un centrage de l'effort de compression dans l'arc, évidemment entre les deux piles. Pour que l'effort soit centré, il faut modifier un tout petit peu la courbure. Je crois que c'est ça. Hein? Je me suis posé une dernière question. Bien sûr, vous avez fait des essais au vent. Et dans vos essais au vent, avez-vous pris l'influence des grues tours? Je crois. On peut peut-être demander, attends une seconde, juste une seconde, on peut demander à chacun de fermer son micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a des bruits parasites. On a l'impression que certains sont dans des aquariums, donc ce serait sympa de fermer son micro, Monsieur Hermans, Fabien, Christian Collard, ce serait gentil. Merci. Vas-y. Bon, merci beaucoup, Monsieur Kremer. Je crois que les tours à grue n'étaient pas tenus en compte dans les premiers essais du vent, mais après, je crois que l'entrepreneur a dû faire une deuxième essai du vent. Donc, je crois que dans cette deuxième essai de soufflerie, que je parle la documentation ici, je crois qu'elles sont tenues en compte. Mais pas dans les premières qu'on a faites à Ontario. OK. Je ne sais. Une autre question? Les deux essais ont été faits dans le même laboratoire? Je ne sais pas le deuxième. Je crois que oui, mais je ne peux pas dire avec certitude. Je crois que oui, mais je ne sais pas. D'accord. Une autre question? Il y a une main levée. Jean-Bernard Datry, du bureau CETEC à Paris. Je voulais savoir si on pouvait avoir un peu plus de précision sur les dispositions de réglage qui avaient été mises en œuvre pendant la construction de l'arc seul. Hein, quels étaient les dispositifs de contrôle géométrique qui avaient été mis en place? Si on peut avoir des renseignements là-dessus. Oui, mais merci beaucoup, Monsieur Datry. On a quelques présentations avec plus d'informations, mais bon, je réduis un peu. On avait. Bien sûr, bien entendu, je comprends. Mais... Oui, on avait une instrumentation de toutes les structures pendant la construction et aussi une instrumentation en service avec les accéléromètres. Et aussi, on a fait un suivi, une surveillance avec les prismes topographiques, tout d'abord de l'arc. Il y avait quoi, du laser, des choses comme ça, et puis après, je suppose, du contrôle de la tension des haubans et des choses comme ça. Oui, oui, avec l'instrumentation, oui, on avait les cellules de charge, les accéléromètres dans le... Oui. D'accord. On a une présentation seulement pour les dispositifs d'instrumentation et de monitorisation. D'accord, ben, ça sera une autre fois. Oui, ça sera une autre ok, merci. Merci à vous.
René Macquois avait levé la main, mais il l'a baissée. Je la relève. Ah. Bonjour René. Bonjour, bonjour. Je me joins évidemment à ce qu'a dit mon ami Jean-Marie Crémer à propos de l'ouvrage, remarquable en tout point. J'ai une question au risque de paraître indiscret. Si j'ai bien compris, les essais aéroélastiques ont été effectués au Canada. C'est exact? Oui. Si ce n'est pas indiscret, est-ce parce que vous n'avez pas trouvé en Europe, en Espagne, en France, je ne sais pas. Merci de toute façon. Ne soyez pas gêné pour me dire que vous n'avez pas envie de répondre. Hein? Non, non. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup, Monsieur Macquois. On a travaillé avec un professeur de l'Université de Granada, dans le sud d'Espagne, qui lui, il a travaillé beaucoup au Canada, dans les souffleries de l'Université de Western Ontario. C'est M. Thérèse Nicoli, qui est plus connu dans le monde du vin. Et je crois que Guy Laroche, qui on a aussi travaillé avec lui, le connaît. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec cette université au Canada. Maintenant, on travaille avec des universités ici, le Politecnico de Milano. On n'a pas l'opportunité de travailler avec l'université de Liège, mais bon, ça sera bien. Le Wacker, mais en 2009, on n'avait pas fait quelques nombres d'essais de vente comme maintenant. Mais je suis tout à fait d'accord avec votre initiative parce que la collaboration entre l'industrie et l'université, où qu'elle soit, est toujours à saluer. Merci. Merci beaucoup. Et on parle de soufflerie, ben on peut saluer Olivier Flamand de la soufflerie du CSTB à Nantes et comme je l'ai dit tout à l'heure, Guy Laroche du RWDI, la soufflerie, une des souffleries au Canada. Bonjour à eux. Bonjour. Bonjour à tous. Salut Vincent. Est-ce qu'il y a encore l'une ou l'autre question? On a le temps, il n'y a pas de problème. On n'a pas l'intérêt d'une vidéoconférence et qu'on n'a pas de train ou de tram à prendre. Oui, il y a une main qui vient de se lever. Jean-Marie Crémer. Oui, comme tu viens de dire qu'on a le temps et qu'on on voit des gens que d'habitude ne sont pas présents. J'en profite non pas pour dire bonjour à ma maman, mais pour faire un petit signe amical à tous ces amis qui sont parfois très loin et que de toute façon, je n'ai plus vu depuis tout un temps. Et entre autres, il y a Antonio Reich là, de Lisbonne qui est derrière son écran et qu'on salue depuis Liège. Et mais je l'ai remercié, oui. Et tous les autres, Bernard, François, Jean-Marie, beaucoup d'autres que je ne vois pas tous. Oui, c'est donc. Il nous faudrait des écrans beaucoup plus grands pour pouvoir visualiser un peu toutes les personnes. Ce serait une autre question. Est-ce que vous aviez envisagé de la solution en arc métallique? Pas beaucoup parce que des premiers temps, la durabilité de la maintenance, c'était quelque chose de très important. Et, on sait qu'ici en Espagne, la maintenance, c'est quelque chose de dur pour l'administration. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment choisi le béton. D'accord.
c'était un côté très important. Et donc, avec l'entretien après, c'est pas trop bon. Donc, ici en Espagne, donc, on a choisi le béton qui normalement a une meilleure vie durable que l'acier. Et pour les solutions Aubanet, le tablier aussi était en béton? Non, pas. Dans ce cas-ci, c'était pas. Je voulais dire que pour l'arc, on a choisi le béton, mais dans les autres cas, les tablières, c'était bien sûr, dans le cas Aubanet, c'était en acier. D'accord, ok. Je vois qu'il y a une question de Antonio Reis. Antonio. Oui, bonjour. Avant tout, mes félicitations à M. Barazueta par cet excellent ouvrage et excellente présentation. J'ai une question sur les aspects d'intégration voie-structure. Est-ce que les appareils de dilatation de voie sont seulement aux extrémités de toute la longueur du tablier ou il y a des appareils d'un joint de dilatation entre la partie principale et les travées d'approche? Merci, M. Rey. Non, sont placés dehors les structures. On a mis en place les points fixes dans la liaison arc-tablière. Donc, on a raccourci la longueur à demi de kilomètre de longueur. C'est pour ça que on peut mettre les joints dehors de la structure. Merci. Merci à vous. Ok. Parmi nos amis étrangers, j'ai oublié de saluer Jordi Revoltos du bureau d'études espagnol CNR. Bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Dire aussi une chose sur ce que José a dit. En Espagne, on utilise des joints de voie qui nous permettent un déplacement d'une longueur continue de tablier de 1100 à 1200 mètres. C'est pour cela qu'on place les joints de voie au-delà des culées. Et aussi dire que certainement on n'a pas utilisé juste un arc en acier après l'expérience que nous on a eue au pont sur le Tajo, parce qu'on a eu des problèmes de vent, de vortex shedding, pendant les phases de construction. Ah oui. Parce que c'était surtout une structure peut-être trop légère, quoi. D'accord. Ok. Merci. Je vois une autre main levée, Olivier Flamand. Oui, merci. Une question très simple. On a dit que le vent était un paramètre important. En quoi est-ce que le vent est un paramètre important en utilisation du pont, en fonctionnement du pont? Comment est-ce que les trains sont protégés latéralement? Et est-ce que tu sais s'il y a une limitation de vitesse de train sur ce pont? Merci, M. Flamand. Je crois qu'il n'a pas de limitation parce que la vitesse de conception, c'était 330 km par heure. Mais dans le tablier, au cours du pont, on a les protections latérales, mais pas pour le train, mais oui pour les soubresauts. On a mis le tube d'acier, c'est une protection, je veux dire, qui était mandatoire à cause de
contraintes de l'administration parce qu'il ne voulait pas les oiseaux à choquer contre le train et les structures. Donc, avec ces dispositifs, ce qu'on fait, c'est qu'il remonte un autre de la structure au-dessus. Je ne sais pas si je m'explique bien ou pas, mais... Pas trop mal, merci. Au moins, j'ai compris qu'il n'y avait pas de limitation de vitesse. Ok. Peut-être une dernière question, s'il y a encore une, ou bien non. Bien, mais je propose qu'on remercie à nouveau et qu'on félicite José Berrazueta pour la magnifique présentation de la très belle structure qu'il nous a faite aujourd'hui. Et je propose que chacun ouvre son micro et l'applaudisse.